pense que vous avez tous dans votre vie déjà joué au moins une fois à des jeux de société. Et forcément, à un moment ou à un autre, vous êtes demandé quel était le meilleur coup à jouer dans une certaine position. Eh bien, il se trouve qu'il existe un algorithme général qui est capable d'obtenir une bonne estimation de quel est le meilleur coup à jouer, en fonction d'une position donnée dans n'importe quel jeu. Cet algorithme, c'est le MCTS, et je vais aujourd'hui vous expliquer comment il fonctionne. Donc nous y voilà. Voici un état dans un jeu. Comment on fait pour savoir quel est le meilleur coup à jouer dans cette situation ? Eh bien, pour commencer, on peut lister tous les coups qu'on peut faire, et ensuite regarder où ça nous mène. Bon, jusqu'ici ça ne nous aide pas beaucoup, car en général, c'est assez dur d'avoir une bonne idée de ce qui est une bonne ou une mauvaise configuration. Par exemple, si je prends cette configuration d'échec, on pourrait croire que j'ai l'avantage, car j'ai beaucoup plus de pièces que mon adversaire. Mais pourtant, mon adversaire peut me mettre en échec et mat, donc c'est clairement lui qui a l'avantage. En fait, à part si on a une super formule mathématique qui sort du chapeau pour calculer l'intérêt d'une configuration, il n'y a qu'un seul type d'état dont on peut connaître l'intérêt. Les états finaux. Après tout, il est très facile de savoir qui a l'avantage dans cette partie de puissance 4 par exemple, puisque l'un des deux joueurs a gagné. Mais du coup, si dans ma liste de coups possibles, l'un d'entre eux me fait gagner, je n'ai qu'à jouer ce coup, puisque je serai sûr de gagner en jouant ce coup. Inversement, si un coup fait gagner mon adversaire, je sais qu'il faudra à tout prix éviter de faire ce coup, parce que sinon j'aurais perdu à coup sûr. Mais alors, que faire si je n'ai aucun coup qui me fait gagner, comme c'est le cas presque tout le temps ? Eh bien, on peut essayer de voir ce qui se passera au coup d'après. Bien sûr, il faut se mettre à la place du joueur qui jouera ce coup, car sinon on partirait du principe que le joueur adverse joue pour nous, ce qui est absurde. On n'a plus qu'à continuer ainsi jusqu'à ne plus avoir d'état non final. Ensuite, on pourra savoir ce que l'on peut atteindre selon le chemin qu'on prend et avec combien de facilité, et le choix deviendra beaucoup plus facile à faire. La structure que l'on vient de créer s'appelle un arbre. Mathématiquement, un arbre est un ensemble d'éléments reliés entre eux de manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul chemin possible entre deux éléments. On appelle ça des arbres parce qu'on peut les organiser, comme vous le voyez ici, d'une manière hiérarchique, avec un nœud racine et des branches qui se séparent au fur et à mesure. Ici, un nœud représente un état de jeu et un chemin représente une action possible. Cela dit, je n'ai pas encore parlé de ce qu'il se passait si on a d'autres états finaux que victoire ou défaite. Comme une égalité par exemple. Théoriquement, les algorithmes qu'on vient de voir ne s'appliquent que sur des jeux à deux états finaux, entre deux joueurs, car sinon il est impossible de savoir que faire si un joueur a le choix entre perdre ou faire une égalité, mais dans les faits, on peut contourner ça en donnant des priorités aux stratégies. On peut dire par exemple qu'une victoire est aussi agréable qu'une défaite est désagréable, et qu'une égalité ne vaut rien, ou bien qu'une victoire est 2 fois plus agréable qu'une égalité et qu'une défaite ne vaut rien. Donc l'intérêt de cette méthode, c'est qu'on ne peut qu'à savoir à coup sûr quelles sont les stratégies gagnantes, celles qui nous feront gagner à tous les coups ou celles qui nous feront perdre à tous les coups. Mais le problème, c'est que cette méthode nécessite de calculer tous les coups possibles. Si je prends par exemple un jeu de morpion, on ne dirait pas à première vue, mais il y a plusieurs milliers d'états différents. C'est beaucoup, mais ça reste gérable par un ordinateur. Mais si on prend maintenant un jeu comme le Puissance 4, on en a déjà plusieurs milliers de milliards. C'est déjà beaucoup trop pour qu'un ordinateur normal puisse le résoudre, même si vous avez un ordinateur gaming dernier cri, ça ne suffira pas. Cela dit, des chercheurs ont réussi à résoudre le Puissance 4 après plusieurs jours de calcul sur un calculateur. Mais si maintenant on passe à un jeu vraiment intéressant, comme les échecs par exemple, on se retrouve avec un nombre d'états possibles s'élevant aux alentours de 10 puissance 120, c'est-à-dire un 1 suivi de 120 zéros. Autant vous dire que c'est franchement impossible d'évaluer tous les états d'une partie d'échecs. Ok, donc il est impossible de calculer quel est le meilleur coup possible en un temps raisonnable. Donc à première vue, ça semble impossible à résoudre notre problème. Mais bon, on peut peut-être réussir à trouver une solution qui marche à l'aide d'approximations. Et c'est là l'intérêt du MCTS. Pour comprendre, prenons l'exemple des sondages. Normalement, pour savoir quelles sont par exemple les intentions de vote d'une population, il faudrait poser la question à tout le monde. C'est peut-être possible avec une petite ville, mais à l'échelle d'un pays, ce serait aussi dur que d'organiser l'élection en elle-même. Du coup, au lieu de poser la question à toute la population, on fait le test seulement avec une fraction de la population, sélectionnée aléatoirement. Vu qu'on prend les individus aléatoirement, on devra obtenir en moyenne les mêmes résultats qu'avec une population totale. Ça permet d'obtenir une bonne estimation des vraies valeurs en faisant le test sur des échantillons parfois des milliers de fois plus petits que la population. Eh bien, on va appliquer la même chose à notre arbre d'état.
on ne peut pas tester tous les états de notre jeu, mais on peut en tester une fraction. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va avoir une partie de l'arbre d'état que l'on va calculer. Une fois qu'on a jugé qu'on en a calculé assez, on va estimer les valeurs des feuilles de l'arbre en jouant la partie jusqu'au bout, pour avoir un état final. La manière dont on joue la partie peut être un algorithme de stratégie primitif, voire tout simplement des coups joués aléatoirement. Une fois que c'est fait, on va remonter l'arbre en mettant à jour les valeurs des branches, c'est-à-dire le nombre de victoires, de défaites ou d'égalités. Pour finir, on pourra prendre une décision sur l'action à faire en fonction des résultats du calcul. Pour reprendre, il va nous falloir 3 sous-algorithmes pour faire fonctionner un MCTS. Pour commencer, une politique d'exploration de l'arbre qui va sélectionner quelle partie de l'arbre est la plus intéressante à explorer. L'algorithme le plus courant est la méthode UCP, qui permet d'avoir un équilibre entre explorer les solutions les plus prometteuses, avec le plus de victoires, et explorer les solutions encore peu explorées, au cas où elles s'avéreraient intéressantes. Ensuite, il faut une politique par défaut, pour jouer les coups dans la partie non explorée de l'arbre. En général, il s'agit tout bêtement d'un algorithme qui joue des coups aléatoirement. Pour finir, il faut un algorithme qui prend une décision sur quel coup jouer. L'algorithme le plus utilisé pour cette partie est le minimax, qui va sélectionner l'action qui augmente le plus la probabilité de gagner en partant du principe que l'adversaire cherche à maximiser vos chances de perdre. Une autre information qu'il nous faut, c'est à quel point on va explorer l'arbre. En général, on utilise un nombre qui va indiquer combien d'états de l'arbre on va considérer. Un MCTS 50 va répéter le cycle, sélectionner un nouvel état, jouer une partie, mettre à jour les valeurs 50 fois, et va ensuite sélectionner l'action la plus intéressante à partir de ces résultats. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous voulez que je fasse plus de démonstrations de MCTS sur des jeux de société précis, vous pouvez le dire dans les commentaires, et en attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo.